Alexis, nous y sommes pour le départ de cette Mastart à Nové Miesto avec Johannes Beu, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet. Plus qu'une trentaine de secondes désormais, Messaoud, pour voir ces 30 biathlètes s'élancer. 6 Français sont donc là. Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, vous l'avez dit. Également Simon Détieux, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Antonin Guigona qui a gagné sa place grâce à sa 15e place sur le sprint. En début de semaine, plus que 10 secondes. Maintenant, il n'y a pas de spectateurs. C'est à huis clos, je vous rappelle, à cause du coronavirus. Mais on va quand même se taire pour vivre le départ de cette Mastart. Dernière course dans ce stade vide ici à Nové Mesto en République tchèque. Dès demain, les biathlètes prendront la direction de la Finlande et de Kontiolahti. Le départ, Alexis, qu'on regarde tout de suite parce que Johannes Beu, on a parlé hier au micro de Tanguy, une stratégie peut se mettre en place dès le début. Ouais, mais je le vois bien tester quand même dans le premier kilomètre. En tout cas, il vient tout de suite se mettre devant. Beaucoup de concentration pour les 3 premiers qui étaient sur cette première ligne. Et oui, ils ne doivent absolument pas baisser leur garde s'ils veulent continuer d'y croire sur cette fin de saison pour le classement général de la Coupe du Monde, aller gagner le Gros Globe. Il reste quelques courses encore quand même, donc ça va être une longue bataille, hein. Ça ne va pas se jouer uniquement sur une seule course. Et regardez, Johannes est déjà parti à fond, donc on pouvait s'y attendre. Il va tester les autres dans le premier kilomètre et il est déjà en train d'essayer de faire mal à tout le monde. Pas vraiment de surprise. Il va tester, si jamais il arrive à prendre de l'avance, il va continuer. Si finalement il se rend compte que ça revient derrière, il rentrera certainement dans le rang. Alors c'était du bluff, ce qu'il a dit hier au micro de Tanguy. On le sait, il parlait beaucoup des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce qu'il va faire ça seulement dans le premier tour et ensuite se ranger, si je puis dire? Alors il a expliqué que la bonne technique c'était de rester derrière pour rester dans les groupes. Là-dessus il n'a pas tort, c'est une piste qui favorise ce genre de choses. Après il ne nous a pas forcément dit que lui allait appliquer cette consigne-là. Je pensais bien le voir quand même tester les autres dans le premier tour. Après ce qui est surprenant, c'est de voir que ses compatriotes, son frère et Christiansen ne le laissent pas partir devant. Donc c'est eux qui vont peut-être permettre à Martin et Quentin de rentrer sur Johannes qui était parti devant. On va arriver dans la partie difficile là, de cette piste et Johannes est vraiment parti à fond. Ça va faire des dégâts dès ce premier tour. On verra à la fin de la course si sa stratégie était payante. En tout cas, les Norvégiens mettent clairement la pression aux Français. Ils sont 3 à jouer le classement général. Il y a 30 personnes au départ de cette course. Potentiellement, il y en a 27 qui peuvent venir jouer les troubles fêtes et faire perdre des points à Martin ou à Quentin ou à Johannes s'ils s'intercalent entre ces 3 cités. Donc il faut aussi jouer avec ça. Si un autre biathlète avait joué cette tactique, Alexis, on aurait pu se dire attention, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Est-ce qu'il ne va pas le payer dès le premier tir? On vous le rappelle, 15 km à parcourir et 4 passages sur le pas de tir. Mais quand on voit un Johannes Beu faire ça, on se dit tout simplement qu'il se sent bien et qu'il veut tout de suite envoyer un message fort à la concurrence. Ouais, ils ont dû en parler en tout cas au niveau de la tactique. Moi ce que je trouve surprenant, c'est d'avoir Tarrier et Christiansen qui sont là. Peut-être que Johannes, justement, qui a expliqué qu'il valait mieux skier en groupe, leur a demandé d'essayer de le suivre pour que sur la fin du tour, à l'endroit où justement c'est important d'être en groupe, il ne soit pas tout seul. Comme ça, il va peut-être les attendre et ils vont peut-être pouvoir skier ensemble. Ça lui permettrait de récupérer un peu de fraîcheur avant d'arriver au tir. Alors que pour Martin et Quentin, qui ont du retard désormais, il va falloir continuer de pousser fort jusqu'au pas de tir. Et attention, les Norvégiens sont déjà quand même bien parti dans ce premier tour, mais c'est pas forcément terminé, hein. Un athlète qui part trop vite en ski de fond, il le paye cash dans le dernier kilomètre, même si là on voit il y a des écarts énormes et tous les Norvégiens sont devant. J'espère que c'est pas des différences de glisse. Quelle sensation sur le début de cette Mastart, l'avant-dernière de la saison. On a vu, Alexis, la consigne des coachs au bord de la piste. Quelle consigne on peut donner là aux Français? Ouais, c'est à eux de gérer, hein. Ils savent faire. Alors j'attends d'avoir une partie un peu plus plate pour que je me rende compte au niveau du fartage s'il y a des différences entre les Norvégiens et les Français, parce que là c'est vrai qu'on voit vraiment tous les Norvégiens passer à tour de rôle et on a l'impression que les Français ne sont pas capables pour l'instant de réagir. On va avoir des indications dans la descente qu'il va y avoir après le tunnel pour vraiment se rendre compte si c'est les athlètes qui sont partis à fond pour la Norvège ou si c'est qu'ils ont tout simplement une bonne glisse. Pour l'instant c'est trop tôt pour pouvoir tirer des enseignements. Elle est incroyable cette image, on a vu cette neige vide, cette piste vide pendant très longtemps avant de voir la suite de ce groupe et notamment l'équipe de France. Ouais, alors là par contre les Français n'ont pas l'air d'y être car les Allemands sont passés facilement.
On va regarder sur ce plan ce que ça donne au niveau de la glisse. J'espère qu'il n'y a pas eu des erreurs de ce côté-là. On va voir comment ils sont obligés de repousser là-bas derrière, mais quand il y a de tels écarts, Alexis, on pense tout de suite à un problème de fartage? Pas forcément, ça dépend de la stratégie de chacun, mais c'est vrai que là on essaye de bien comprendre. Je pense que Tanguy Queiroz va pouvoir aller essayer de se renseigner un petit peu, de savoir ce qui se dit vraiment dans le camion. Mais là c'est vrai que c'est bon, surprenant de voir les Norvégiens partir comme ça devant. C'est une chose, ils ont peut-être fait une stratégie. Par contre, ce qui est surprenant, c'est de voir que les Français ne tiennent pas forcément les Allemands, les Italiens, les Ukrainiens qui sont avec eux. On se demande un peu ce qui se passe là pour l'instant pour l'équipe de France, qui a l'air clairement d'avoir du mal à suivre le rythme des athlètes qui sont devant eux. Alors Johannes Beu est bien en tête de cette course, il est suivi par deux compatriotes et vous l'avez vu derrière, c'est difficile pour les autres biathlètes de s'accrocher, notamment à l'équipe de France avec Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin qu'on a vu ensemble, Simon Détieux, Fabien Claude et Antonin Guigona est en... J'ai peur pour l'équipe de France car tous les Français sont assez loin derrière. Ils ont déjà beaucoup de retard. Ceux qui sont en forme, les deux meilleurs du moment, c'est Martin et Quentin. Et ben, ils sont à la limite du point de rupture dès ce premier tour. Et ceux qui étaient moins rapides que Martin et Quentin, bah, eux sont assez loin. Hein. Simon Détieux, Antonin Guigona et Fabien sont très loin dernier de ce groupe. C'est pas normal qu'ils soient aussi loin. Donc j'espère vraiment que ça va aller mieux au fur et à mesure et qu'il n'y a pas un problème commun à toute l'équipe de France, parce que là il le paierait très très cher. Allez, Martin, Émilien et Quentin sont revenus dans le gros groupe, dans le gros peloton. J'espère que ça ira mieux dans le tour suivant. On va arriver en direction du tir avec déjà d'énormes écarts et un Johannes qui a dynamité tout ça. Et qui va s'installer donc le premier sur le pas de tir. 4 tirs, je vous le disais, 2 couchés, 2 debout. Et Johannes Beu qui a fait sensation au début de cette course. Mais la sensation, elle vient aussi de l'équipe de France qui est derrière, qui n'a pas réussi à rester au contact, certes du premier Norvégien, mais également de ses compatriotes qui sont juste derrière. Son frère Tarjei Bø, également Vetle Christiansen. Ils vont pouvoir avoir de l'avance donc dès leur première balle. Un mot sur le pas de tir, Alexis? Alors déjà on s'installe à la cible qui correspond à son numéro de dossard pour le premier tir. C'est pour ça que vous voyez que Johannes va seulement au tapis numéro 3. Mais oui, ce qui est inquiétant pour l'équipe de France, c'est pas qu'il soit loin des Norvégiens, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas forcément à suivre les Allemands qui sont autour d'eux et d'autres nations. Regardez, Johannes aura déjà tiré 3 balles au moment où Martin et Quentin vont venir sur le tapis. Il aura déjà même terminé son tir. Les autres ne sont pas encore installés. Allez, il y aura un tour de pénalité quand même pour Johannes sur ce tir. Attention à Christiansen qui lui pourrait repartir avec le sans faute, comme Pidrouchny qui vient de réussir l'Ukrainien. Ça y est, les Français sont prêts à tirer. Et Tarjei Bø également va pouvoir ressortir. Également Artem Prima, il y aura des erreurs pour le Russe Latipov. Les deux Norvégiens viennent de garder la griffe, vont aussi pouvoir ressortir. C'est un plein pour Martin Fourcade, un plein également pour Émilien Jacquelin et pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème quand même, hein, quand on voit que les Français sont aussi loin de certains athlètes. On va voir si ça se confirme dans le deuxième tour. Si les Français ont des problèmes pour pouvoir tenir le rythme, alors est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce que c'est un problème de fartage? Ou est-ce que c'est une méforme physique collective? Ça, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le dire, mais les Français ont accusé le coup dans ce premier tour. Après une mass start, c'est long. Ça peut peut-être revenir. En tout cas, ils ont tous fait le boulot sur le pas de tir. C'est déjà là qu'on peut les applaudir, hein. Tous les Français. Hormis Simon Détieux qui est sur la note pénalité. Il vient de ressortir justement Simon à 46 secondes de la tête de Vetle Christiansen. On revoit ce tir de Martin Fourcade qui est ressorti 12e à 13 secondes de Vetle Christiansen. Johannes Bø lui est ressorti 7e à 9 secondes avec son tour de pénalité. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire un tour et de ressortir malgré tout devant les Français alors qu'on a fait qu'un seul tour. 2-3 km, c'est une piste qui est longue, c'est une piste qui est exigeante, c'est une piste qui a des longs plats montants, c'est une piste où la glisse est primordiale. S'il y a un souci de ce côté-là pour l'équipe de France, ils vont le payer sur chaque tour. Mais là, ça a l'air d'être mieux pour Émilien qui désormais a l'air d'être en capacité de suivre Johannes. Par contre, attention, hein, parce que si c'est une erreur tactique des Norvégiens d'être parti trop vite, ils risquent quand même de le payer à un moment donné.
Ils auraient pu, Alexis, vouloir partir beaucoup trop vite, faire forte impression, ou c'est forcément qu'il y a eu un souci parce que finalement, vous parlez également des autres nations. Les autres nations ont suivi les Norvégiens. Alors, non, personne n'a suivi les Norvégiens, en tout cas pas les 3 premiers qui sont arrivés tout seuls. Donc il y avait une tactique claire et nette des 3 premiers, de Johannes, de Tarjei et de Christiansen, de partir à fond. Ça, effectivement, c'est quelque chose. Ils sont vraiment... Ils avaient, je pense, prévu ce coup et ils avaient décidé de partir très vite. Par contre, au-delà de ce phénomène, on a constaté, comme vous le disiez Anne-Sophie, que l'équipe de France n'arrivait pas à suivre des athlètes qui, eux, n'ont pas fait ce choix de partir à fond. C'est le cas des Allemands, c'est le cas des Russes, c'est le cas des Italiens. Donc, à la limite, qu'ils ne suivent pas les Norvégiens qui ont décidé de partir vite, c'est une chose. Mais par contre, qu'ils n'arrivent pas à rester dans les skis de certaines nations, comme les Allemands, comme les Ukrainiens ou les Russes, ça c'est autre chose. Mais là, tout a l'air d'être beaucoup mieux dans ce deuxième tour. Il y a peut-être un choix de fartage qui a été fait pour l'équipe de France, où on n'avait peut-être pas d'accélérateur pour le premier tour. Donc ça veut dire que les autres nations glissent mieux dans les premiers kilomètres. Par contre, ils auront peut-être plus de mal en fin de course. Et si c'est ce choix de fartage qui a été choisi par l'encadrement de l'équipe de France, finalement, ça va peut-être s'inverser dans les derniers kilomètres. En fait, on applique plusieurs couches de fart. Au début, on met un fart qui va tenir seulement pour le premier kilomètre. Et après, on va retomber sur des farts qui, eux, vont tenir pour 3, 4, 10 kilomètres. Et on attend de voir ce qui va se passer une fois qu'on va retomber justement sur ces couches inférieures. Quel début de course on est en train de vivre avec la très forte impression des Norvégiens qui sont en train, là ça se regroupe un petit peu, même si Johannes Bö est toujours en tête. Émilien Jacquelin suit beaucoup mieux que dans le premier tour après le sans faute donc d'Émilien Jacquelin, de Martin Fourcade, de Quentin Fillon-Maillet, de Fabien Claude et d'Antonin Guigona également. Seul Simon Détieux est allé tourner sur cet anneau de pénalité. Est-ce que ce gros coup à la glisse, comme on en parle, va finalement s'inverser? On se méfierait également des 2 Ukrainiens qui sont là et des 3 Allemands avec leur combinaison orange. Non, c'est dur sur la piste. C'est pas normal que Quentin et Martin, qui étaient les deuxième et troisième temps de ski du sprint, soient autant dans le dur, poursuivre des athlètes qu'ils arrivent à suivre normalement très facilement. Seul Émilien arrive à s'accrocher. Pour lui, ça a l'air d'être désormais beaucoup mieux. Mais par contre, pour Martin et Quentin, on sent qu'il y a du retard qui est encore pris dans ce deuxième tour. Et ça, c'est pas normal. Il y a un problème pour l'équipe de France. Alors que pour Johannes, ça a l'air d'être très très bon. Oui, on a des choix de fartage qui ont certes été différents entre la Norvège, la France, l'Allemagne et toutes ces nations. Mais pour l'instant, clairement, on voit que c'est à la défaveur de l'équipe de France. Et on espère que ça va s'inverser dans les derniers tours. Car là aussi, ça pourrait faire de grosses différences. Les différences qui se font dans les premiers tours peuvent très bien se faire à l'inverse dans les derniers tours. Vous parlez beaucoup du fartage, Alexis. Est-ce qu'on peut aussi trouver une explication dans la méforme physique, difficile à croire parce qu'il y a déjà eu des courses ici, notamment un sprint où tout le monde a participé. Hier, il y avait un relais, Martin Fourcade n'était pas là, mais on a déjà eu des indices qui nous montrent qu'ils ne sont pas aussi loin de leurs adversaires. Mais là, quand on regarde les athlètes qui sont dans ce groupe, on a des athlètes qui sont ressortis derrière Martin Fourcade à la sortie du tir. C'est des athlètes comme Johannes Dalle, par exemple, comme Bjørn Tøgaard. Normalement, Martin, il est capable, alors Bjørn Tøgaard est là, mais Johannes Dalle est dans le groupe de devant. Martin et Quentin sont largement capables en ce moment de rester avec ces athlètes. Là, on voit qu'ils n'arrivent pas à rester avec eux. C'est clairement dû à un problème qu'ils ne maîtrisent pas. Car on le voit, Johannes devant n'est pas impérial, il n'est pas tout seul, les autres sont avec lui et arrivent à le suivre. Donc là, c'est plus Quentin et Martin qui ont un problème qu'autre chose. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Par exemple, pour vous donner un exemple, Windisch est ressorti seulement 1 seconde devant Martin. Windisch, c'est pas le gars qui va hyper vite en ce moment sur les skis. Et Windisch, il est là à la fin de ce groupe, juste devant le Dossard 13 c'est qui a le Dossard 13? C'est peut-être Bjørn Tøgaard. Bah si, justement, Bjørn Tøgaard lui aussi est dans ce groupe. Tous ces athlètes, Windisch et Bjørn Tøgaard, ils sont ressortis derrière Martin et Quentin de ce premier tir. Finalement, on voit que sans grosse difficulté, ils ont réussi à revenir sur le groupe de Johannes Bö. Alors que par contre, Martin et Quentin, eux, ne sont pas dans ce groupe. Et c'est pas normal qu'ils n'arrivent pas à suivre Windisch et Bjørn Tøgaard, ça c'est certain.
C'est une course à 4 tirs et désormais il va falloir compter sur des biathlètes exceptionnels derrière la carabine. Mais est-ce que tout cela va suffire? Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, les voici à gauche de votre écran avec le dossard jaune de leader du général, rouge de leader de la spécialité pour Quentin Fillon-Maillet. Est-ce que ça va suffire? Pas sûr, mais en attendant il va falloir être impeccable derrière la carabine. Et justement ce deuxième tir, il est juste là. Johannes Beu est toujours en tête. Derrière lui on trouve Vetle Christiansen, seul tricolore pour l'instant à tenir, Emilien Jacquelin. Alors il va falloir être patient. On voit que finalement Martin et Quentin ont du retard, mais c'est pas encore rédhibitoire. Il va falloir être patient sur le choix de glisse qu'ont fait les techniciens. S'ils ont décidé de ne pas mettre de fart accélérateur pour le premier kilomètre, ce qui aide uniquement dans le premier tour, il y a un moment donné où peut-être que Martin et Quentin, qui clairement glissaient moins bien que certaines nations dans le premier tour, il y a peut-être un moment donné où c'est eux qui vont se mettre à glisser mieux que les autres. Donc il faut quand même qu'on attende un peu plus au fur et à mesure de cette course pour voir ce qui va se dégager de ça. Et Martin et Quentin vont devoir être forts mentalement pour accepter que pour l'instant ça aille pas, dans l'espoir qu'à la fin de la course ça aille beaucoup mieux. Allez, il y a des erreurs, l'occasion pour les Français de se replacer. C'est Pfeiffer qui réussit le plein, tout comme son compatriote Johannes Kuhn, Vetle Christiansen également. Emilien Jacquelin réussit le tir parfait. C'est bien ce que fait Emilien, il est bien dans sa course, il est resté bien concentré malgré cette difficulté du début de course. On va regarder ce qui se passe pour Martin et Quentin. C'est un plein également pour Martin Fourcade, plus qu'une cible pour Quentin Fillon-Maillet. Et elle aussi, elle tombe. Les Français qui vont donc pouvoir en repartir tout de suite. Allez, il faut continuer à y croire, il faut continuer à gérer les parties qu'ils peuvent maîtriser. Peut-être que sur la glisse, c'est pas eux qui sont maîtres de leur destin. Par contre, sur le tir, ils le sont. Et regardez, Martin vient de ressortir avec Johannes. Donc Martin, ça va lui faire du bien. Il se rend compte que pour l'instant, pour le classement général de la Coupe du Monde, Martin fait une opération nulle. C'est lui qui est en tête devant Johannes et devant Quentin, ses deux principaux adversaires. C'est ça le plus important. À la limite, les autres qui sont en tête de la course, pour le classement général, on s'en fout. En tout cas pour Martin. Donc lui, l'important, c'est qu'il puisse voir que Johannes n'a pas pris tant d'avantages que ça. Si en plus Johannes est parti trop vite, il va avoir du mal à finir la course. Attention, les cartes peuvent être redistribuées sur les tirs debout. Et on va avoir des informations donc dès ce troisième tour, puisque Martin Fourcade est ressorti avec Johannes Beu et avec Quentin Fillon-Maillet. Est-ce qu'il y a effectivement un problème de glisse pour l'équipe de France? On a hâte de retrouver cette piste. En attendant, on suit évidemment le tir des autres Français. Et il y a eu des erreurs pour Fabien Claude et Simon Détieux. Antonin Guigona est actuellement sur le pas de tir. Lui réalise le 5 sur 5. Alors, on va quand même annoncer ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir un Quentin Fillon-Maillet qui est normalement en forme en ce moment et un Martin Fourcade qui lui aussi est en forme en ce moment ressortir 10e pour Martin et 14e pour Quentin avec un 10 sur 10 à l'issue des deux premiers tirs. Ça, c'est pas normal. Normalement, il devrait être dans le groupe de tête. Mais on voit qu'Emilien, lui, a réussi à tenir. On espère que ça va aller mieux sous les pieds des Français. Et comme vous le disiez Anne-Sophie, on va avoir des informations dans ce tour car Johannes et Martin sont sortis ensemble. Ça va permettre de nous rendre compte de ce qui se passe vraiment au niveau de la glisse. Alors derrière, on voit qu'il y a une combinaison norvégienne qui arrive tout seul. Est-ce que c'est Johannes Dalle qui est intercalé? Il est sorti avec 5 secondes de retard sur ce groupe que l'on voit. Non, c'est peut-être bien Johannes. Alors il y a Christiansen qui est dans ce premier groupe. Oui, c'est lui. Ensuite, on a Johannes Dalle tout en bas. Ouais, et voilà, le groupe de Johannes Beu arrive. Et Martin Fourcade avait l'air d'être toujours avec lui. Ça, c'est plutôt bien. Effectivement, il est là, Martin Fourcade. On le reconnaît avec son dossard jaune. Quentin Fillon-Maillet est également juste quelques mètres derrière. Les Norvégiens, s'ils sont partis trop vite en voulant dynamiter la course d'entrée, ils vont le payer dans le sens où quand on monte en sur-régime, il y a un moment, on fait monter beaucoup d'acide lactique dans ses muscles et les muscles ne sont plus capables d'éliminer ce surplus d'acide lactique qui arrive avec cet effort intense qu'on est en train de provoquer. Et cet acide lactique, tant qu'on n'a pas fait une vraie récupération, tant qu'on ne s'est pas arrêté, on n'est pas capable de l'éliminer. Donc il va falloir jouer avec et ça vous tétanise les muscles. Donc si à un moment, ils sont partis trop vite, ils vont le payer. Mais Johannes, on le voit, Johannes Beu est quand même en train de réaccélérer. Il a réussi à sortir du groupe de Martin pour essayer de rentrer sur le groupe de tête. Puis c'est difficile à croire, Alexis, qu'ils se seraient piégés eux-mêmes avec cette tactique. Ils se connaissent bien, ce sont des garçons intelligents. Ils sont quand même partis vite, très vite, ça c'est sûr. Je pense qu'ils étaient bien aidés avec une belle glisse.
Mais après, c'est toujours très fin hein, cette limite entre partir vite et partir trop vite. En tout cas, ça se confirme. Hein. Pour l'instant, Quentin et Martin sont dans le dur et n'arrivent pas à suivre la moitié des athlètes de cette épreuve. Alors que pour Emilien, ça a l'air d'être bien. C'est pour ça que c'est dur de croire que c'est la glisse qui ne va pas. Car Emilien, lui, arrive à tenir. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas tous le même fartage? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de santé pour Martin et Quentin? Ça, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est clair et net, c'est que Quentin et Martin ne sont pas dans le rythme pour l'instant, pour une raison qu'on ignore sur cette course. Et on le retrouve justement, Dominique Vindisch, l'Italien dont vous parliez Alexis. Lui aussi a fait le 10 sur 10. Il est juste devant Emilien Jacquelin qui a réalisé le sans faute, tout comme, et c'est là que ça vous permet de voir la différence, tout comme Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Johannes Beu, lui, a déjà tourné 2 fois sur la note pénalité. Il va falloir qu'ils soient extrêmement forts au niveau du tir, Martin et Quentin, car ils le voient, qu'ils sont moins forts que beaucoup d'athlètes. Donc ils doivent cogiter, se dire que ça ne va pas, qu'il y a encore 3 tours à faire quasiment avant de terminer cette course. Donc il va falloir qu'ils soient extrêmement solides sur le pas de tir pour ne pas se rajouter encore la difficulté supplémentaire avec des tours de pénalité. On le voit en tout cas, Emilien glisse clairement moins bien que ceux qui étaient à côté de lui. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai gros problème de glisse pour l'équipe de France. Les techniciens qui travaillent toute l'année avec eux doivent, sans vouloir peut-être, sur le choix qu'ils ont fait, eux qui ont été quasiment parfaits tout au long de l'hiver. Aujourd'hui, ça doit être difficile de voir ces images. Et on espère que dans les derniers tours, ça ira de mieux en mieux pour cette équipe de France, qui sera en mesure d'avoir de meilleures armes pour se défendre face à leurs rivaux, car Johannes est revenu dans le premier groupe et donc ça veut dire qu'il est désormais capable de jouer la victoire. Et il est juste là en queue de ce groupe avec son dossard 3. Le deuxième groupe justement, le voici, emmené par Tariebeu qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade sont avec lui et avec l'Ukrainien Dmitro Pidrouchny. On va avoir évidemment le temps de débriefer cette course, de parler de ce problème ou non, en tout cas de toutes ces informations sur la glisse des Français. Gros débrief à venir de cette course. En attendant, évidemment, il reste 2 tirs. Ça nous amènera jusqu'au handball à partir de 17h45. Notez ce gros événement, quart de finale de Coupe de France entre le PSG handball et Dunkerque. Ce sera donc juste après cette course de biathlon. Allez, ces tirs couperés, justement, ils arrivent et placent désormais au tir debout. Allez, cette course est loin d'être terminée. On l'a vu, hein, le groupe de Martin et de Quentin n'est pas si loin que ça de ce groupe d'Emilien. Ça peut encore tourner à l'avantage des Français. Martin a l'air d'être mieux, il est passé en tête de son groupe, ça c'est une bonne indication. Comme je vous l'expliquais, on a des choix de fartage qui sont certainement différents entre l'équipe de France et la Norvège, mais on peut avoir des tendances qui s'inversent. Clairement, c'était les Allemands et les Norvégiens qui glissaient mieux que les Français au début de la course, mais peut-être que dans les 2 derniers kilomètres, finalement c'est là où c'est le plus important quasiment. Ce sera l'inverse et ce sera l'équipe de France qui glissera mieux. Pour l'instant, on n'est pas capable de dire si ce phénomène va se passer ou pas, mais on devra attendre vraiment la fin de la course pour pouvoir analyser tout ça. On le sait, il reste 2 tirs debout qui sont difficiles en fin de saison sur des mass start. Il va falloir que les Français répondent bien présents de ce côté-là. On voit très nettement la distance donc entre le groupe où se trouvent Emilien Jacquelin et Johannes Beu et le groupe emmené derrière par Martin Fourcade où on trouve Quentin Fillon-Maillet. Et il est là ce pas de tir juste après ce virage. Et ils le savent, vous avez raison Alexis, il faut être parfait derrière la carabine pour pouvoir compenser ces difficultés sur la piste. Pour l'instant, ils sont quand même sacrément forts, Quentin et Martin, d'avoir tenu malgré ces conditions difficiles. C'est la même chose pour Emilien qui lui en plus est dans le groupe de tête. Mais on le voit pour Simon Détieux, Antonin Guigona et Fabien, la pilule n'est pas du tout passée. Ils sont à l'arrière de la course. Ils vont avoir du mal à revenir désormais. Par contre, pour la victoire et pour le podium, ça va commencer à se jouer maintenant. Il va falloir que les Français aillent chercher à tout prix des 5 sur 5 sur ce tir. Il n'y a pas le choix, il y a trop de monde.
sensationnel. La première balle était pour lui, la dernière aussi, et toutes les cibles ont basculé pour Émilien Jacquelin qui ressort en tête avec Dominique Windisch. Est-ce que Christiansen a tiré cette dernière balle? Là aussi, petit souci de simulation. Martin Fourcade va devoir aller sur l'anneau de pénalité, tout comme Quentin Fillon-Maillet. Tout comme Johannes Beu également, qui a fait un tour de pénalité de plus sur cette course. La course au gros globe, il y a deux courses, hein. Émilien qui fait vraiment quelque chose d'incroyable. Alors je ne sais pas s'il a le même fartage, hein, que Martin et Quentin. Si c'est le cas, il est vraiment fabuleux de ressortir en tête désormais. Johannes Beu normalement est allé sur l'anneau de pénalité. Martin, Quentin également. Donc ça veut dire que pour le globe de cristal, pour l'instant, on reste encore dans un match où ils sont à peu près tous en même temps. Il va falloir que Martin ressorte désormais, car il va quand même y avoir des places d'écart, voilà, entre Johannes, Martin et Quentin. Et vous le voyez, il n'y a que Christiansen qui est entre trois. Et 10 secondes d'écart donc désormais entre Johannes Beu et Martin Fourcade. Johannes Beu qui a tourné, oui Alexis, pour la 3e fois de cette course. Émilien Jacquelin est pour l'instant impérial, le 15 sur 15, tout comme Dominique Windisch et Arnd Pfeiffer. Ce sont eux qui sont ressortis tous les trois du pas de tir dans les toutes premières positions. Alors il y avait de l'écart, vous allez le voir très exactement, 3 secondes d'avance pour Émilien, 6 sur l'allemand Arnd Pfeiffer. J'admire vraiment cette course d'Émilien là, qui est solide, qui pour l'instant tient son rang. Alors c'est maintenant qu'on va voir, c'est dans ce tour normalement, s'il y a eu un choix de fartage différent, si on pense que ça va réaccélérer en fin de course pour l'équipe de France, c'est à partir de maintenant que la tendance devrait s'inverser, avec une équipe de France qui devrait commencer à glisser de mieux en mieux par rapport aux autres. On va voir justement dans ce tour la tendance. Alors qu'on revoit le tir d'Émilien qui était un tir extrêmement engagé, hein. Il a tout lâché, tout donné, il s'est passé dans la cible. Bravo Émilien. Et on va le retrouver sur la piste. On l'a bien vu tout à l'heure, 3 secondes d'avance pour Émilien Jacquelin sur Dominique Windisch. Est-ce qu'il réussit à garder ces secondes? On suit évidemment la deuxième partie de course des autres Français. Fabien Claude qui réussit le 5 sur 5. Simon Détieux, lui, est déjà ressorti de ce pas de tir en 20e position à 1,45. Un tir parfait également pour Antonin Guigona. Là, ça tient pour Émilien pour l'instant au niveau de l'écart qu'il a avec Windisch et Pfeiffer. Ça veut dire que lui en tout cas, il a des skis qui lui permettent de s'exprimer correctement. Derrière, là-bas en bas, on a Johannes Beu qui vient de passer avec derrière lui. Je ne sais pas si c'est Christiansen. Si, c'est bien Christiansen qui est avec lui. Et normalement, on est censé avoir Martin qui sort du tunnel dans quelques instants. Voilà, en compagnie de Quentin. Allez, le Norvégien, l'objectif, c'est ça, hein, c'est de rester avec maximum, pourquoi pas, un athlète entre Martin et Johannes. Ça ferait une opération pas si mal au vu des conditions de course pour l'instant. Il va falloir tenir sur ce dernier tir. Le frère de Johannes est donc emmené par ces deux Français. Le frère de Johannes, Tarier, Alexis, qu'on avait vu notamment dans le premier tour réussir à suivre son frère. Ouais, et là on le voit, hein, Tarier n'arrive pas forcément à suivre Martin et Quentin. Donc ça c'est intéressant. Attention, Émilien est en train de craquer devant, ça se sent au niveau de son gainage. Il est désormais moins bien, il va vraiment chercher avec son coude. Il se retourne même pour voir où sont les autres. Alors on est sur une course qui est extrêmement difficile avec des conditions de neige qui sont très lentes. Donc ça fait de belles bagarres sur la piste. Ouais, j'ai l'impression que ça commence à être de mieux en mieux, hein, quand même pour Martin et Quentin là sur les skis. Le choix de fartage donc si je puis dire progressif se confirmerait. Alors est-ce qu'ils arriveront à rattraper ce qu'ils ont perdu au début de la course? Ça on le saura jamais. Par contre, en tout cas, là, on sent qu'ils sont plus à armes égales avec ceux qui sont à côté d'eux. En tout cas, il y a moins d'écart que ce qu'il y avait dans le premier tour. On va regarder justement là, dans ce chousse avec Émilien. Allez les gars, faut s'entraider, ça c'est bien. Belle course là de Quentin et de Martin qui prennent des relais. On va arriver dans la descente des tunnels, c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir ce qui se passe pour Émilien. Mais regardez Johannes qui ne cesse pas de remonter et qui va tout simplement venir jouer la victoire sur le dernier tir, je pense. Il est pour l'instant avec Dmitro Pidruchny, vous l'avez vu, avec Erlend Bjørntegard également, un autre Norvégien, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade sont ensemble. Et le meilleur tricolore pour l'instant, il s'agit d'Émilien Jacquelin qui est en tête, et Dominique Windisch et Arnd Pfeiffer sont toujours là. Alors c'est vraiment là que je vais pouvoir évaluer la glisse d'Émilien par rapport aux autres. Alors que Windisch se décale et aille un peu plus vite, c'est normal, car il était à l'aspiration. Ouais, ça a l'air d'être correct là sur cette partie. Non, ouais, il glisse peut-être quand même un peu mieux l'Italien.
Et l'Allemand c'est la même chose. Ouais, les Français qui malheureusement n'ont pas les bons pneus, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, pour vous donner une image avec ce qui peut se passer en Formule 1. Ils n'ont pas la même glisse que ceux qui sont à côté d'eux et c'est difficile à quantifier, hein, mais il peut vite y avoir des différences de plus de 15 secondes par tour lorsqu'on a du matériel qui est moins performant. Mais il faut faire avec ça, c'est aussi ça les aléas du biathlon. Cette Que course. la menace de Johannes revient de plus en plus derrière. Et cette course d'Emilien Jacquelin est d'autant plus honorable. Donc vous le soulignez déjà, Alexis, le 15 sur 15 pour l'instant pour Emilien. Il va y avoir un tout dernier tir donc où la victoire, oui, va se jouer à 7, puisque derrière ce groupe de 3, la menace est très grande. Johannes Bö est là. Attention à Dmitro Pidrouchny qui peut nous faire le gros coup sur ce dernier tir. Et il y a beaucoup de Norvégiens. Bjørn Tøgaard et Christiansen sont également ici. Le groupe de Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade est davantage derrière. Allez les gars, il va falloir se battre pour les garder, ces deux dossards distinctifs, que ce soit le rouge ou le jaune, face à un Johannes Bö qui est redoutable aujourd'hui sur les skis. Après il n'est pas très bon pour l'instant au niveau du tir, il a déjà fait 3 erreurs Johannes, mais grâce à son bon ski, il arrive à chaque fois à combler le retard qu'il accumule sur le pas de tir et petit à petit il revient pour jouer la course et la victoire de cette course sur le dernier tir. Il va donc falloir que Martin et Quentin encore une fois soient parfaits pour pouvoir limiter la casse. Et puis on devra attendre le débrief pour vraiment savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un problème de fartage? Ça, même si on essaie de l'expliquer, on n'en est pas sûr à 100%. Donc on va attendre et ne pas donner de fausses indications aux personnes qui nous regardent actuellement. Peut-être que Quentin et Martin sont malades tous les deux et qu'on ne le sait pas. Donc il faudra attendre d'avoir vraiment leur retour afin de pouvoir tirer les enseignements de cette course. Emilien Jacquelin qui était en tête et qui décide de se mettre derrière ce trio, derrière Vindisch et Pfeiffer à l'approche du dernier tir. C'est une bonne tactique, Alexis? Oui, il n'a pas le choix, hein. De toute façon là il a fait le travail en début de course, désormais il doit rester là derrière pour essayer de récupérer légèrement avant le tir. Mais regardez qui c'est qui va arriver en 4e, juste derrière. Ce sera Johannes, mais Johannes lui aussi va devoir passer par un tir parfait s'il veut rester devant Martin et Quentin qui ne déméritent pas sur cette course. Ils sont tous les deux pour l'instant à 14 sur 15. C'est vraiment une belle course qu'ils nous proposent. Alors que Johannes ne peut donc aller chercher aujourd'hui qu'un 17 sur 20. Mais pour aller chercher le 17 sur 20, il faut le tir parfait tout de suite. Et ce sera peut-être suffisant pour aller chercher la victoire du jour. Le Français le mieux placé, Emilien Jacquelin, peut lui décrocher un 20 sur 20. Allez, on y arrive à ce tir. Donc il y a la victoire et le podium à jouer pour Emilien. Déjà il va falloir qu'il réussisse un bon tir, car on le sait, en ski c'est un peu juste quand même pour l'équipe de France d'une manière générale aujourd'hui. Il va pas falloir trop compter sur un dernier tour de folie, je pense. Ils ont déjà donné beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Johannes Bö s'installe quasiment en même temps que le premier, que celui qui est la cible numéro 1, le dossard 24 de Vindisch. Ils sont 6 ou 7 pour jouer la victoire. Dans le festival d'Emilien Jacquelin, une nouvelle fois incroyable, il va pouvoir ressortir en tête le Français, mais Johannes Bö a aussi fait le 5 sur 5 et ça va être dur sur la piste de résister au retour du Norvégien Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet au tir. Allez les gars, là il faut vraiment faire des tirs parfaits. Malheureusement ça commence mal pour Martin, car Johannes va probablement la gagner cette course. Attention, Martin est parti déjà 2 fois à la faute. Un plein en revanche pour Quentin Fillon-Maillet, 2 tours pour Martin Fourcade. C'est Martin qui va perdre gros, et même très très gros je pense sur cette course, car Johannes va peut-être aller la gagner cette course. Il revient sur Emilien Jacquelin, et quand on regarde la sortie de Quentin, il est 7e, il s'en tire pas si mal, alors que Martin va perdre beaucoup plus de place avec ses 2 anneaux de pénalité. Cette Mastart qui, comme on pouvait s'y attendre, nous a réservé plein de surprises, pas forcément les bonnes. On s'attendait à autre chose aujourd'hui. Mais l'équipe de France qui a été en difficulté dès le début de la course, finalement s'en tire bien avec cette sortie de pas de tir en faveur d'Emilien Jacquelin qui avait 4 secondes d'avance sur Johannes. Alors ce serait bien qu'Emilien réussisse à aller la gagner cette course et réussisse à rester devant Johannes, mais quand on voit le nombre de pénalités d'écart entre les deux, on se rend bien compte que Johannes Bö va beaucoup plus vite que
que Emilien pour l'instant. Martin sort seulement du pas de tir. On le voit en 14e position, donc Martin Fourcade à 1 minute 13 l'écart de 1 minute 13, il est sur Émilien Jacquelin puisque c'est lui qui est ressorti le premier. On revoit d'ailleurs son tir à droite, Simon Détieux. Et ça veut dire qu'il y a 1 minute 09 de retard sur Johannes Beu. Alors le retard à la limite c'est pas bien grave, mais par contre on va compter le nombre d'athlètes qui a intercalé entre Johannes Beu et Martin, alors qu'on retrouve la tête de la course et vous le voyez, hein, la menace pour Emilien. Et juste derrière, on va se retrouver un peu sur le même finish que ce qu'on a eu à Antols pour la poursuite entre Emilien et Johannes. Mais là, ce coup-là, on a quand même l'impression que Johannes va pouvoir se débarrasser beaucoup plus facilement d'Emilien. Et il commence dès maintenant, Johannes Beu, à passer sur le côté, à doubler Émilien Jacquelin qui, impuissant, va regarder le Norvégien. Ouais, je pense pas qu'il puisse faire grand chose malheureusement. Johannes a l'air extrêmement fort sur cette course. Regardez, la relance arrive désormais malgré les encouragements. Ça va pas être facile de tenir, mais on sait jamais de quoi est pas capable Emilien. C'est un athlète qui nous surprend tellement. Et tous ces athlètes qui sont là, c'est des points qui s'envolent pour Quentin et Martin. Car Johannes lui est devant, il va aller récupérer soit 60 points, soit 54 points. Quentin va peut-être limiter la casse par rapport à Martin, mais lui aussi va perdre quand même gros sur cette course. Et puis il faudra attendre encore bon nombre de participants avant de voir passer Martin malheureusement. Il va y avoir beaucoup de choses à dire dans le débrief avec Messaoud Benter qui, je vous rappelle que ça nous amènera jusqu'au quart de finale de Coupe de France de handball entre le PSG et Dunkerque. Alors qu'on voit sur cette image que Johannes Beu, Alexis a totalement lâché Émilien Jacquelin. Cette fois, ça ne se jouera pas au sprint. Allez, Emilien, va falloir tenir, hein. Va falloir quand même qu'il fasse très attention par rapport à ce qui arrive derrière. Alors le pauvre, il est à fond. Si en plus il a une mauvaise glisse, il a clairement tout en sa défaveur face à ceux qui arrivent là derrière. Pfeiffer, Björn Tegard, Christiansen, Pidrouchny, qui sont tous là au milieu. Quentin a l'air de se faire vraiment la peau pour essayer pourquoi pas de repasser devant Pidrouchny d'ici la ligne d'arrivée. On va regarder les écarts pour Emilien. Il y a encore 20 secondes d'avance quasiment sur Pfeiffer, donc normalement ça devrait tenir pour ce beau podium dans ces conditions difficiles. Franchement Emilien, un grand bravo, un grand respect et beau rebond après ce relais complètement raté hier. Ouais, c'est ça aussi qui montre la force de l'équipe de France. Pour l'instant, il y a seulement 2 20 sur 20 sur cette course et ils sont à mettre au compte de 2 tricolores, Émilien Jacquelin donc, et également Antonin Guigona qui a réussi un tir parfait sur cette mass start dans des conditions si spéciales. On va souligner le gros travail et la grosse force mentale surtout de ces Bleus aujourd'hui qui ne cessent de nous surprendre même quand les conditions sont difficiles. J'ai vraiment hâte d'avoir les explications de ce premier tour qui était quand même extrêmement difficile pour l'équipe de France. Comme je le dis, j'ai estimé que c'était dû à un problème de glisse global pour l'équipe de France. Si ce n'est pas ça, je m'excuse d'ores et déjà auprès des techniciens et j'espère qu'on aura bientôt la belle explication. Mais honnêtement, quand on voit ce qui se passe sur la piste, je vois pas trop ce que ça pourrait être, sauf s'ils sont tous malades, tous les 6 en même temps. Ça me paraîtrait quand même très étrange. Allez, on va compter les dégâts tout simplement à la fin de cette course. Féliciter Emilien qui fait une course grandiose, une magnifique mass start, 2e dans ces conditions pour le Français. C'est vraiment du très haut niveau. Regardez, il est encore en train de s'arracher. Il met la pression à Johannes, mine de rien. Johannes n'a pas pris tant d'avance que ça. Allez Emilien, faut continuer de s'arracher, lui mettre la pression, pourquoi pas. Bravo gars, en tout cas, c'est vraiment une course fabuleuse qui nous a offert aujourd'hui Emilien. Et puis pour Quentin et Martin, on va compter les points de perdus sur cette course. Quelle course de bout en bout d'Émilien Jacquelin qui est encore en train de faire peur à Johannes Beu dans ses tout derniers mètres. Et il y a aussi beaucoup d'indécision pour cette 3e place. Comment va-t-elle se décider puisqu'il y a 3 hommes pour seulement une place sur cette boîte? Ouais, Quentin n'est pas si loin, c'est vraiment rageant de le voir comme ça, ne pas réussir à rentrer dans les skis de Johannes Dalle qui est juste devant lui avec Christiansen, il l'emmène. Allez, s'il arrive à doubler les 2 Norvégiens sur le finish, ça ferait une opération pas si mauvaise que ça pour Quentin.
Alors que la réalisation se concentre sur Johannes Beu. Difficile de voir la place de Martin Fourcade, ressorti 14e du 4e tir. La réalisation qui reste donc sur le vainqueur du jour, qui va signer le doublé ici à Nové Mesto, le triplé même si on compte la course collective du relais. 3 courses et 3 victoires pour Johannes Beu. Emilien n'a pas l'air d'être loin, car je vois le staff, ouais, il est juste derrière finalement. Il aura manqué d'un tout petit quelque chose face à... Alors il n'arrête pas de faire non de la tête, Emilien. Il y aura quand même un beau podium. Il y aura quand même un très très beau podium. Peut-être qu'il aura des regrets pour la victoire. Il nous expliquera ça au micro de Tanguy Queiroz. Mais je tiens vraiment à le féliciter, Emilien, car il n'a pas perdu les pédales alors que c'était extrêmement dur dès le premier tour. Exceptionnel, on se souvient quand il avait craqué sur le relais d'Oberhof, Emilien Jacquelin. Le lendemain, il y avait une mass start et il n'avait pas été capable de réagir puisqu'il avait terminé en dernière position. Et bien cette fois, il le prouve, il sait le faire. Ce rebond incroyable d'Emilien Jacquelin qui est en train de jouer avec les bénévoles et cette tribune vide. Ce sera donc un podium et pas de suspense pour la 3e place puisque Arne Pfeiffer tout de suite a pris les devants avec son dossard 10, sa combinaison orange, l'Allemand qu'on voit arriver. Il s'était déjà invité sur le podium d'une mass start et il récidive. Ouais, bien joué pour Arne Pfeiffer. Allez, ça arrive pour beaucoup de Norvégiens. Quentin, lui, va terminer 8e, il me semble. Donc il faudra faire les comptes pour les points de perdus. Et on va attendre ensuite l'arrivée de Martin qui pour l'instant joue la 14e place. Après il faudra attendre la 20e place pour voir Simon Détieux arriver. Fabien et Antonin, eux, sont autour de la 25e et 26e place. Il y a un 20 sur 20 quand même pour Antonin. Il faut là aussi le féliciter. C'est vrai que c'est étrange de le voir aussi loin, Antonin, avec ce 20 sur 20. J'ai hâte d'avoir les mots de l'équipe de France au micro de Tanguy Queiroz pour qu'on ait des explications sur ce qui s'est passé. Martin arrive au bout de cette ligne droite. Il est là avec son dossard jaune, donc Martin Fourcade. La course pour le gros globe qui n'a jamais été aussi palpitante et le Français qui aura perdu gros aujourd'hui avec cette course. Martin Fourcade et le 17 sur 20 du jour ne lui permet pas d'aller chercher mieux qu'une 14e place. Beaucoup d'enseignements, on le voit. Faire non de la tête Martin Fourcade qui aura sans doute beaucoup de choses à nous dire au micro de Tanguy. Évidemment la zone mixte de Tanguy Queiroz est prête, mais Saud Benterki également en plateau. On va vraiment avoir le temps de débriefer cette course, mais évidemment il y a quand même quelque chose qui nous fait très plaisir malgré ces soucis pour les Français. C'est cette 2e place d'Emilien Jacquelin, exceptionnel derrière Johannes Beu aujourd'hui. Ce qu'on peut dire déjà quand on regarde les temps de ski, c'est que pour l'instant le meilleur français, donc qui a l'air d'être Emilien, de toute façon je vois pas comment Antonin, Simon Détieux et Fabien pourraient être plus rapides. Le meilleur temps de ski de l'équipe de France, c'est un 12e temps de ski pour Emilien Jacquelin qui a 1,17. Quentin Fillon-Maillet a le 14e temps de ski à 1,23. Martin Fourcade a le 15e temps de ski à 1,31. Donc clairement, ils ne sont pas à leur niveau. Après, il va falloir qu'on comprenne pourquoi ils n'étaient pas à leur niveau. Est-ce qu'ils sont tous malades et on ne sait pas? Ça peut être une hypothèse. Est-ce qu'il y a eu un problème de fartage global de l'équipe de France, une erreur de la part des techniciens tout simplement? Ça non plus, on ne le sait pas. Et on va le comprendre dans le débriefing. Donc ça peut être intéressant vraiment de rester avec nous pour qu'on puisse expliquer tout ça. Et ça va même se faire tout de suite, Alexis, puisque Grégoire Deschamps est avec Tanguy Queiroz. Ouais, Greg, le patron de la cellule glisse de l'équipe de France, on a vu comme vous cette course avec des Français qui ont été à la peine sur les skis. Et quelles explications vous pouvez nous donner? Déjà, la première explication, c'est on a tout simplement été mauvais, on a fait des mauvais choix. C'est pas lié sur la marque ou le choix des skis, c'est plutôt sur ce qu'on a appliqué dessus. Voilà, c'est la première grosse faute de cet hiver. Ça montre l'importance de la course. Après, on est les premiers frustrés de voir les athlètes comme ça. Aujourd'hui, c'était vraiment costaud. Ils ont bien tiré, ils se sont battus, mais ils n'avaient pas le matériel. À nous de continuer à bosser pour essayer d'être encore plus réguliers. Et puis, allez, c'est pas aller chercher, trouver d'excuses, mais en ayant 6 athlètes dans la masse et des départs aussi serrés, on est obligé de faire des choix forts, des choses qu'on ne peut pas tester forcément. Et là, on s'est fait avoir. Donc bravo aux Norvégiens qui nous ont battus aujourd'hui, mais on sera là à Kontio.
Malheureusement, Grégoire, votre matière fait que quand ça marche, ça se voit pas, mais quand ça marche pas, ça se voit tout de suite. Ouais, on sait après que c'est un métier ingrat, hein. C'est une des premières fois que je viens vous voir pour vous expliquer que ça va pas, mais on l'accepte. Nous, on a un métier d'ombre. Voilà, ce que les téléspectateurs peuvent être sûrs, c'est qu'on travaille dur. On a des connaissances, on a des qualités. Aujourd'hui, on se plante, mais ça enlève pas tout ce qui a été fait avant. Merci Grégoire. Réaction très forte de Grégoire Deschamps, donc le technicien de l'équipe de France. On comprend mieux ce qui s'est passé dans cette Mastart étrange. D'autres images à vous proposer. La réaction des Français au micro de Tanguy Carrois. C'est une course lunaire avec malgré tout la deuxième place d'Emilien Jacquelin. Débrief complet, toutes les réactions. On attend Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade qui ont donc souffert de cette situation au classement général. Un point complet. Restez bien avec nous, c'est un gros débrief qui nous attend. C'est une course complètement folle. L'équipe de France, victime aujourd'hui d'un mauvais choix de fartage, cette fameuse technique pour préparer les skis. Et il l'a admis tout à l'heure, Grégoire Deschamps, le technicien de l'équipe de France, dans une réaction très forte au micro de Tanguy Carrois. C'est l'information du jour du coup. Martin Fourcade qui perd virtuellement sa position de leader du classement général. Gros débrief à suivre. Le podium qui va se mettre en place avec malgré tout la deuxième place d'Emilien Jacquelin, malgré ses conditions. Alexis est en place avec Anne-Sophie également. On va tout vous expliquer. Des images exclusives également à vous montrer. Tous les biathlètes qui vont se présenter au micro de Tanguy, on l'espère, dans quelques secondes pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette Mastart complètement folle remportée par Johannes Bö qui du coup donc prend virtuellement la tête du classement général. Anne-Sophie nous fait un point précis sur le classement dans quelques instants. Alexis, première réaction de votre part à ce qui a été dit. Grégoire Deschamps, le patron des techniciens de l'équipe de France, qui a admis un mauvais choix, une grosse faute de leur part. C'est la plus grosse faute de cet hiver, c'est la faute de cet hiver. Clairement, aujourd'hui, problème de fartage pour l'équipe de France. Grégoire Deschamps, responsable de la cellule glisse, est venu l'expliquer. C'était aujourd'hui pas possible de jouer face à d'autres équipes pour l'équipe de France qui n'avaient pas une assez bonne glisse. Donc malheureusement, les athlètes vont certainement revenir là-dessus, mais on va essayer d'expliquer tout ça. Aujourd'hui, ça glissait pas assez. Ça arrive et on va tout vous expliquer. Martin Fourcade, première réaction au micro de Tanguy. Martin, Grégoire est venu s'excuser des choix qu'ils avaient faits aujourd'hui, des choix qui sont lourds de conséquences pour votre course et pour le général, pour vous, pour Quentin. Ouais, c'est une partie du résultat et forcément quand on veut gagner le général de la Coupe du Monde et quand on se bat point par point, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Ensuite, ça fait partie du jeu, des règles du jeu et des règles de mon sport et je les connais, je les accepte. Et voilà, ils sont, je pense, encore plus déçus que nous aujourd'hui, donc comptez pas sur moi pour leur jeter la pierre. Ensuite, oui, c'est sûr que ça a eu une incidence aujourd'hui sur la course dans des conditions extrêmes de lenteur qui se sont fait ressentir dès le premier tour et je crois que ça a été visible pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on se dit justement pendant la course quand on voit dès le départ les Norvégiens partir très fort et voir qu'on n'a pas forcément le matériel pour pouvoir les suivre? On se dit que ça va être 45 minutes très compliquées. En fait, c'est pire que ça, c'est quand on voit qu'ils partent alors qu'ils partent pas très fort et que nous on n'arrive pas à les suivre. Donc là, ouais, on se dit que ça va être très compliqué et que ça va être un calvaire et ça a été un calvaire. Je crois que j'avais jamais eu ce genre de sensation sur les skis dans ma carrière. Et ouais, c'est compliqué de continuer à se battre pour une vilaine 14e place aujourd'hui, qui est mon plus mauvais résultat de l'hiver, donc forcément très déçu. C'est une course pour du beurre du coup. Ouais, où je me suis battu, je lâche un peu sur le dernier tir bêtement parce qu'on essaie aussi de gagner du temps là où on peut en gagner. Je savais aujourd'hui que je ne gagnerais pas du temps sur les skis, donc ma seule opportunité pour bien figurer c'était de gagner un peu de temps au pas de tir. Et forcément quand on attaque on prend des risques et on se met en difficulté comme je l'ai fait. Chapeau à Emilien aujourd'hui qui avait un petit peu du meilleur matériel que nous quand même, mais qui a réalisé une course incroyable pour arriver à se mêler à la bagarre aujourd'hui pour la gagne avec la glisse qu'on avait, c'était compliqué. Comment on explique qu'Emilien avait du meilleur matériel que vous? Les techniciens ont eu le temps d'ajouter un phare différent sur ses skis? Non, je pense pas. Je pense que c'est sa paire de skis qui était intrinsèquement un peu meilleure que la mienne aujourd'hui. On a le même équipementier, donc voilà, c'est encore plus facile à comparer. Mais l'écart entre Emilien et Quentin et moi dans le premier tour s'est fait clairement dans la descente parce qu'on était ensemble au sommet de la bosse
et en bas on n'est pas arrivé à le suivre. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose, mais ça lui a permis de rester au contact du groupe de tête dans le premier tour, second tour, où nous on avait vraiment un matériel catastrophique. Et après, comme les produits s'atténuent doucement au long de la course en partant de sous les skis, en s'usant, eh ben, forcément on est revenu dans le match parce que nos skis sont tout aussi bons que ceux de nos concurrents. Mais c'est vraiment aujourd'hui les produits qu'on a appliqués dessus, le fart, qui était très, très mauvais. J'ai pas le décompte des points là dans l'oreillette, mais j'imagine que l'avance, si elle est toujours présente, elle s'est réduite à peau de chagrin. Moi je suis sûr qu'il y a plus d'avance si on retire les plus mauvais résultats. Ensuite avec le jeu du décompte, je pense que j'aborderai la semaine prochaine en jaune et que voilà, ça sera à moi de réaliser l'exploit. Merci Martin. Martin Fourcade, on attendait sa première réaction. Très classe par rapport aux techniciens de l'équipe de France. Moi, je le trouve très bien. Martin, il a raison. Hein. C'est des gens qu'on aime beaucoup, les techniciens. Moi, dans cette cellule GIS, il y a 2 de mes meilleurs copains qui sont à l'intérieur et je comprends ce qu'ils sont en train de vivre. Donc aujourd'hui, ils se sont trompés sur le fartage, mais on ne va pas les incriminer non plus plus qu'il n'en faut. Ils font du super travail toute l'année, ils se sont trompés une fois, c'était aujourd'hui. Et ben voilà, ça a desservi l'équipe de France qui était dans le dur. Pour vous donner une image, juste que vous vous rendez bien compte, aujourd'hui, par exemple, il fallait des pneus slick pour pouvoir faire cette course. Et l'équipe de France était en pneus humides, tout simplement. Donc voilà, les Norvégiens, eux, ils avaient les pneus slick et c'était la route sèche aujourd'hui. Des images à vous proposer avec la réaction de Quentin Fillon-Maillet dans un instant. Très frustrante cette course, vous allez vous en rendre compte avec l'image captée tout à l'heure. Fabien Claude et Antonin Guigonin sont pour le moment avec Tanguy. Oui, camarade de galère, j'ai envie de dire, parce que ça a été une course très compliquée. Tout le monde l'a dit sur les skis. Et c'est dur de démarrer une course en se rendant compte au bout de quelques hectomètres qu'on ne va pas pouvoir jouer grand-chose. Oui, c'est super dur. Après, voilà, ça a été un enfer toute la course. C'est dommage quand on fait des zéros de ne pas remonter de place et toujours être en bas du classement. Donc c'était très très dur. Et après, j'étais déçu parce qu'en fait, je savais que j'étais pas tout seul dans cette galère. Je voyais Martin, Quentin, je savais qu'ils étaient à 0 et ils étaient déjà très loin de la tête. Je disais mais c'est dommage quoi, ça saoule et voilà, je sais pas ce qu'Anto va dire, mais je pense que c'était horrible aujourd'hui et il fallait se battre quoi. Antonin, tirer à 20 sur 20, c'est quelque chose d'exceptionnel, de parfois rare pour beaucoup d'athlètes dans une carrière. Aujourd'hui, vous avez réussi à le faire, donc bravo. Mais le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce 20 sur 20. On peut croire que vu que j'étais dernier, je donnais pas sur les skis et que j'étais facile au tir. C'est pas le cas. J'arrivais vraiment mort sur le pas de tir parce que je me suis battu vraiment fort aujourd'hui. Donc la dernière fois que j'avais tiré à 20 sur 20 sur le Mastart, j'étais 3e derrière Johannes et Martin. Et voilà. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les skis étaient pas bons du tout. C'était catastrophique, mais la plupart du temps, j'ai des super skis. Et c'est moi qui vais sur l'anneau de Pénat gratuitement et qui fais les mauvaises courses. Donc voilà, je peux pas blâmer les techniciens, mais aujourd'hui, ça marchait pas quoi. Et ça n'en rend que plus incroyable la performance d'Emilien qui arrive à aller chercher le podium aujourd'hui. Après, je pense qu'Emilien, il avait pas le même ski que moi. Je vais pas dire, moi, ça allait vraiment pas mal sur les skis. J'espère que je serai capable de montrer ça la semaine prochaine à Kontiolahti, mais Emilien avait sûrement pas les meilleurs skis, mais voilà. Merci à tous les deux et on se retrouve à Kontiolahti. À la semaine prochaine. Un enfer, un calvaire, voilà ce qu'ont vécu les biathlètes de l'équipe de France sur les skis aujourd'hui. On continue à débriefer le point complet sur le classement avec Anne-Sophie avant le podium. D'ailleurs, Anne-Sophie, tiens, puisque le podium va se mettre en place, on donne les écarts précis virtuellement pour le classement général. Eh bien, une première information, Messaoud, Martin Fourcade sera bien en jaune à Kontiolahti, puisque quand on ne fait pas encore ce calcul, il est bien devant. En revanche, effectivement, virtuellement, après avoir enlevé les 2 moins bons résultats, Johannes Beu est désormais en tête. Il a 13 points d'avance sur Martin Fourcade et 57 points d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Les écarts qui malheureusement s'accentuent en faveur de Johannes Beu, le podium qui va se mettre en place et on va vous proposer cette image qu'on décryptera ensuite. Quentin Fillon-Maillet, sa réaction lorsqu'il a terminé la course suite à ce problème de fart. On va rester sur les images du direct avec le podium et cette séquence captée par la caméra de Tanguy Carwas pour vous donner la frustration de l'équipe de France tout à l'heure à l'arrivée de cette Mastart.
Émilien Jacquelin, deuxième. Anne-Sophie, on verra cette image de Quentin Fillon-Maillet dans un instant. Émilien Jacquelin, deuxième, effectivement, sous les yeux de Martin Fourcade qui suit ce podium un peu triste. Mais il est là, le 45 podium cette saison pour l'équipe de France. Et pour donc Émilien Jacquelin, qui signe lui son 6e podium en carrière et 6e podium de la saison, tant il fait un exercice exceptionnel. Et puis pour lui, eh bien c'est la 9e victoire cette saison, 47e victoire en carrière et la 3e de la semaine après la victoire sur le sprint, sur le relais. Eh bien le voici une nouvelle fois victorieux de cette Mastart Johannes Beu. Il prend donc le dossard rouge de leader du classement de la spécialité du classement de cette Mastart. Le jaune du général, ce sera toujours l'homme à droite qui l'aura à Kontiolahti en Finlande la semaine prochaine, Martin Fourcade, mais en enlevant les deux moins bons résultats, eh bien c'est désormais Johannes Beu donc qui est en tête. Elle est terrible cette image. On va rester sur les deux images en même temps, s'il vous plaît. Jean-Marc Forget en régie. Voilà, pour les images captées par Tanguy Carrois. C'est terrible, elle est tellement symbolique cette image. Alexis, Martin Fourcade qui vient de disparaître à l'instant, mais le voir observer ce podium, il a presque l'air hébété, Alexis, pour Martin. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a eu un combat et que ce combat n'a pas eu lieu à armes égales. Moi, il y a des gens qui m'ont interpellé sur Twitter, clairement, en me disant ceux qui disent que Johannes n'est pas largement le meilleur ont tort. Bah non, moi je suis pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, Johannes, il a 3 pénalités sur le pas de tir. Sauf que, bah oui, les Français qui auraient pu le battre, aujourd'hui n'avaient pas le matériel pour pouvoir le suivre. Donc on n'était pas à armes égales. Donc oui, ok, Johannes, il a gagné, mais c'est avant tout grâce à ça. Et c'est pas parce qu'il a été meilleur biathlète. Il a lui aussi commis des erreurs. Et malheureusement, il faut vraiment qu'on se rende compte, c'est pas un problème d'équipementier, c'est pas un problème de ski, c'est un problème de fartage. C'est les produits qu'on va venir mettre sous les skis. Et c'est là qu'il y a eu un gros manquement. C'est là qu'il y a eu une erreur de la part des techniciens qui aujourd'hui malheureusement se sont trompés. C'est des gens qui travaillent énormément toute l'année, qu'on adore, et on sait très bien qu'ils vont avoir à cœur dès la prochaine course de tout reprendre. Et qui travaillent bien toute l'année. Les choix, en très grande majorité, sont payants de la part des techniciens, et c'est tellement criant aujourd'hui qu'effectivement on s'attarde là-dessus parce que ça paraissait tellement gros, cette différence de glisse. Quand je vous disais tout à l'heure, Quentin Fillon-Maillet, qu'on espère avoir au micro de Tanguy, sa frustration, elle est énorme parce que le classement général, il le sait qu'il a perdu des points précieux. Voici la réaction de Quentin Fillon-Maillet lorsqu'il termine la course. Alors c'est un sanguin, Quentin Fillon-Maillet, c'est important de le préciser, et lui réagit vraiment en faisant ressortir sa frustration.